Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'OM au café. On se retrouve en cette veille de match, en ce matin de match. On joue dans... Quelle heure est-il? 11h. On joue dans 7h45, notre place en quart de finale de l'Europa League. Voilà, coucou, je suis heureux de vous retrouver. Il y a les fidèles dans le chat, ils sont là dès le matin, ça fait plaisir. Aujourd'hui, vous avez 5 heures de direct, c'est pas rien. JC, merci pour ton 25e mois d'abonnement. JC, vous l'avez vu avec nous il y a quelques jours, avec plaisir pour vivre un match de l'Olympique de Marseille. Oui, je me suis rasé, Kadaric, écoute, tout arrive. Rasé de près comme Marcelino. Voilà, comme on peut dire. Donc oui, merci JC, merci à tous ceux qui sont là. Très content de vous retrouver dans cette veille de... Pas veille, pourquoi je dis veille à chaque fois? Dans ce matin de match où l'Olympique de Marseille a donc 4 buts d'avance. Ça nous est pas arrivé souvent ça, dans notre histoire, de nous réveiller, de nous dire bon, ce soir on joue mais on a 4 buts d'avance. Bon, ça devrait passer, on l'espère tous. Maintenant, il va falloir mettre les choses en ordre et faire et qu'est-ce que j'ai pensé de la conf de Gasset? J'ai trouvé ça très bien, Charlie. Encore une fois, je trouve qu'il est parfait dans ses confs, Gasset, pour l'instant. De toute façon, il y a tout qui lui réussit, Gasset, je le dis souvent et j'emploie ce mot, Gasset, il a le mojo, je dis ça souvent. C'est évidemment une référence cinématographique, mais je trouve que le terme est parfait. Avoir le mojo, c'est être en réussite totale dans tout ce que tu tentes, tout ce que tu fais, c'est bien. Il y a aussi une expression qui dit que tout ce que tu touches se transforme en or. Voilà, donc écoutez, pardon. Pour moi, il y a pas de cas où ce soir on passe pas. Maintenant, la magie du foot fait que parfois ça se tourne contre ton équipe et que là tu passes les pires moments de ta vie. J'espère qu'on va pas vivre ça. Voilà, mais je suis très confiant quand même. Mandanda, le plateau de ce soir, tiens, Binois qui se prend son 8e mois d'abonnement, Dark Fada, 6e mois d'abonnement. Merci, bonjour du Québec. Ça fait plaisir, les gars. Qu'est-ce que je disais? Mais je ne sais plus déjà. C'est fou, ça va trop vite ce chat. Je sais plus. C'est pas grave, on s'en fiche. Déjà, plusieurs infos qui me remontent de Villarreal. Et puis après, on fera un petit peu la compo si vous voulez. Tiens. Crac, ça va très vite le chat. Il y a du train de la hype. Ouais, c'est très impressionnant. Vous êtes vraiment fort. Le plateau, merci Mandanda. Le plateau, eh bien, écoute, le plateau, c'est le plateau classique des matchs à l'extérieur. Vous aurez Romain Canucci, vous aurez Slimane Ayem, vous aurez Idriss Kasmi, vous aurez moi-même. Vous aurez un petit Maxence Volpe qui va venir nous faire un petit coucou, tiens, dans l'avant-match. Vous aurez Jade Volpe sur place à Villarreal et un petit Florent Benidriss qui remplace notre boss à qui on pense tous ce matin avec beaucoup d'amour. C'est Sébastien Volpe, évidemment, qui se remet gentiment d'un petit pépin de santé, mais il va revenir en pleine bourre dans quelques jours, dans quelques semaines. Mais il va revenir vite. Parce que c'est comme ça, et puis il va mieux, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, alors juste Hugo, justement, voilà, j'ai quelques infos qui me remontent de Villarreal et je vais parler de cette fermeture des écoles parce qu'on se déplace chez eux, la honte qu'on a en Europe. C'est pas exact, Hugo, justement, je me suis renseigné un peu là-dessus. En fait, ce qui se passe, c'est que le stade, juste à côté du stade, il y a des écoles, mais vraiment, quand je te dis juste à côté, c'est à 30 mètres du stade, quoi. Donc, il y a quelques écoles qui sont par-ci, par-là. Et le match étant à 18h45, les écoles ferment plus tard en Espagne. Je crois que c'est 17h ou 17h30, ça dépend sans compter la garderie. Bref, ce qui se passe, c'est qu'en Espagne, ça ferme plus tard et que au moment où les parents vont venir chercher les enfants, c'est le moment où les cars de supporters vont arriver. C'est quelque chose qui est pas forcément super. Donc, fermeture de 2-3 écoles juste à côté du stade, c'est totalement normal et c'était déjà arrivé à Villarreal sur plusieurs matchs européens placés à 18h45. Rien de particulier avec l'OM. Voilà, donc on a un peu monté ça en épingle. Restons calmes là-dessus. Je vous le précise parce que c'est assez intéressant de le dire, parce qu'on nous fait passer toujours pour des débiles, pour des machins, alors qu'en fait c'est normal.
On est juste des supporters normaux, on fait nos déplacements européens, on kiffe, on met quelques fumis, c'est sûr. Mais voilà. Et il n'y a pas plus de police que ça non plus. Donc dire un dispositif policier renforcé, c'est vrai. Mais comme pour toute 8e de finale de Coupe d'Europe à Villarreal, et ils ont déjà connu ça. 10e mois d'abonnement pour Chiglio. Merci beaucoup à toi. Et Chris, 7e mois d'abonnement. Vous me faites péter le train de l'hype, les gars. Allez-y. Foncez, on va faire des records ce matin, je le sens. Vous avez encore du temps là pour me renforcer ce train de l'hype avec un petit Prime. Vous êtes tous chez Prime puisque vous suivez la Ligue 1. Vous avez un abonnement gratuit. Vous liez vos 2 comptes. Le Prime Gaming avec le Amazon Prime. Et vous soutenez le Phocéen si vous le souhaitez, bien sûr. Aucune obligation. Mais vous aurez pas les pubs. Ça, c'est déjà cool. T'as eu la notif tard. Écoute, moi, je l'ai reçu à 1 minute de coup d'envoi de l'émission. C'est bizarre. Écoute, c'est des fois, bon, tu sais, Internet, ça va vite, ça va tellement vite en ce moment dans notre civilisation. Tu fais tourner qui, toi, ce soir? Alors, ce qui est les cernes, les cernes, j'en ai depuis quelques années, malheureusement, depuis que j'ai des enfants et je les aime de tout mon cœur. Mais voilà, les cernes, elles sont là. Tiens, ça va faire plaisir à Seb, ça. Les bons résultats sont arrivés depuis qu'il n'y a pas le boss. Je dis ça, je dis rien. C'est pas totalement vrai, mais c'est bon, c'est une bonne petite vanne. Donc, qui on fait tourner ce soir? La question, elle est simple et en même temps, elle est complexe parce qu'il y a un match, effectivement, dimanche contre Rennes, mais tu peux pas non plus faire tourner en te disant, on met l'équipe B. Parce que c'est vrai que si tu commences avec Luis Enrique, Correa et Mumbagna devant, par exemple, bon, t'as vraiment affaibli ta ligne offensive. Donc, les infos sur la compo, c'est compliqué, Hugo, parce qu'en fait, ce qui se passe, et c'est pour ça que je le dis, il y a 2 tendances qui se dégagent et qui se dégageaient encore hier soir. Déjà parce qu'on sait pas, personne sait à part Gasset et son staff, quelle sera la compo demain. C'est aujourd'hui. Mais hier soir, personne ne le savait. Et donc, forcément, les médias se mettent un petit peu d'accord. Tiens, sur place, là-bas, par exemple, tu vois, à Villarreal, les 3-4 médias qui ont fait le déplacement avec le Phocéen se parlent. Tiens, moi, je pense qu'il va mettre lui. Ah ouais, tu crois? Et ils se font tous une compo qui se ressemble pour la diffuser dans les journaux le matin. Alors, la compo du matin, selon l'équipe, mais encore une fois, ils n'en savent rien, personne sait. Donc, malgré tout, ils ont le droit d'avoir des tendances, c'est leur avis. Eux, ils mettent une défense à 4 sans Klose, peut-être pour préserver Klose d'un carton jaune. Effectivement, ça on le dit depuis le début de l'aventure européenne, qu'il est en danger avec ces 2 cartons jaunes reçus en phase de poule. Donc sans Klose, avec Maïté à droite et avec Mbemba, Balerdi et Merlin, avec un milieu de terrain où il y aurait Kondogbia et Vertou. Alors moi, je sais pas si Vertou va jouer. J'ai une hésitation. On ferait souffler Harit d'après eux pour mettre Unai. Et devant, il y aurait Mumbagna pour faire souffler Aubameyang avec Sarr et Ndiaye. Je sais pas. Mandanda qui dit, moi, je retire 3 joueurs, Klose, Vertou, Aubame. Je suis exactement de cet avis-là. Moi, à titre personnel, Romain Herring. Après, on s'est mis d'accord au Phocéen ensemble aussi. On a fait notre petite réunion tous ensemble et avec Maxence Volt notamment et moi-même, on s'est mis plutôt d'accord sur l'idée que il y avait une tendance aussi, et c'est aussi des choses qui remontent, que Gasset n'a pas abandonné l'idée parfois d'utiliser le 3-5-2 qui avait bien marché, et notamment en solidité contre le Shakhtar. Donc ce fameux 3-5-2 donnerait une défense à 3 avec les 3 disponibles, hein, les pistons avec les pistons disponibles, Klose et Merlin, un milieu de terrain avec Kondogbia, Vertou ou Harit, plus Unai. Max pense plus Vertou, je suis pas loin de le rejoindre finalement parce qu'il a des bons arguments. Tu peux aussi te dire il y en a un qui fait 60 minutes et l'autre fait 30. Et puis devant Mumbagna, et là on savait pas qui mettre avec lui et on s'est dit Aubameyang, mais parce que Sarr a fini vraiment cuit le dernier match, parce qu'Ndiaye a été un peu en dedans, peut-être l'enchaînement sur le dernier match c'était un peu compliqué, donc voilà, on s'est dit ça, mais bon, à voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, à mon avis, encore une fois, c'est pas certain, hein, mais à mon avis, Mumbagna et Unai vont jouer. Parce que ça paraît logique dans la logique de groupe. Ils ont quasiment pas joué, ou pas joué du tout d'ailleurs le dernier match. C'est des joueurs qui ont une place dans la rotation établie, puisque Unai est le seul milieu de terrain qui nous reste, puisque Gay et Onana sont pas qualifiés, et que Mumbagna a une grosse longueur d'avance, et elle est logique sur Correa et sur Luis Enrique.
Alors après, tu peux aussi te dire, effectivement, Steph, est-ce qu'Enrique c'est déconnant dans le 11? Non, pas forcément, mais Correa non plus. Tu peux envisager d'en mettre un des deux. Voilà, mais pas les deux. Sinon, vraiment, ça paraît compliqué. Mais je pense que si tu veux faire souffler, par exemple, Aubameyang, tu peux le remplacer à ce poste-là d'attaquant gauche qui rentre vers l'intérieur par Correa ou par Enrique, et tu es effectivement moins fort offensivement, bien sûr, mais t'es pas déséquilibré pour autant. Voilà, donc à voir. Tac, tac, tac. Donc voilà, on a cette compo là possible. La tendance du côté de Villarreal, c'est de dire bien sûr, on va essayer une remontada, mais en interne, là aussi, pour avoir quelques infos qui me remontent, et merci beaucoup. La tendance des journalistes suiveurs de Villarreal, c'est déjà de se dire, voilà, avant le derby de Valence dimanche, faisons en sorte que Villarreal montre qu'il a des qualités et qu'il peut gagner un match européen contre l'Olympique de Marseille. Déjà, gagner, c'est l'objectif numéro 1 de Villarreal dans ce match. Et après, bien sûr, s'ils peuvent jouer la remontada, ils essayeront, mais ils veulent surtout laver l'affront du match aller parce qu'ils se sont fait écrabouiller. Et c'est bien normal, on serait dans le même état d'esprit. Donc voilà. Faris ne peut jouer que dans l'axe. Ça dépend. Ça dépend. Je pense que si tu joues avec un attaquant qui rentre vers l'intérieur, comme peut le faire Sarr, mais en collant beaucoup moins à la ligne, Faris peut le faire. Après, il faut pas lui dire de coller à la ligne. C'est sûr que ça n'a aucun intérêt. Mais on est vraiment débile de pas avoir mis Garcia sur la liste. Écoute, Phoenix, Garcia ou Onana, parce que bon, Gay, il était un peu en bon, et puis en même temps, c'est pas normal de récompenser un joueur qui veut se barrer, donc libre. Donc effectivement, Gay, c'est normal de pas l'avoir mis. Par contre, Onana, il aurait rendu des services. Garcia aussi d'ailleurs, l'un ou l'autre. Mais Luis Enrique, par exemple, ça sert à rien. Ça fait doublon avec Correa dans la liste. Tu joueras jamais avec. Déjà, si t'en fais rentrer un, c'est bien. Donc ça servait à rien d'avoir les deux. Enfin, c'est mon avis. Et en plus, Onana peut jouer défenseur central, c'est vrai, sans Batapi. Voilà, donc c'est les tendances du moment. N'oublions pas non plus l'arbitre, on n'en a pas parlé hier. Enfin, j'étais pas moi hier, mais on n'en a pas parlé ensemble. Istvan Kovac, honnêtement, son arbitrage de Panathinaikos OM, il avait été cataclysmique. Il n'avait rien sifflé pour l'OM. Et c'est là, tu vois, souvent on dit ces choses-là et on exagère un peu, mais là vraiment, il n'avait rien sifflé pour l'OM, rien. Et on l'avait trouvé tous faisant un arbitrage maison, comme on peut dire. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Marcelino hier, quand on lui a rappelé cet arbitre, il avait dit non mais j'ai pas changé d'avis, il avait fait un arbitrage maison, etc. etc. Je préférerais voir Meïté sur le côté, même Mbemba sur le côté droit, comme face à Montpellier, plutôt que Meïté si Klose est ménagé. Alors oui et non. Mbemba Balerdi, pour moi, c'est plus solide. Donc si tu vas dans l'optique de pas prendre ces fameux 4 buts, Mbemba Balerdi, c'est mieux. Du coup, t'as Meïté à droite. Après, si tu vas pour faire un peu du jeu, pour être créatif et pour être protagoniste, je suis assez d'accord aussi quand même que c'est un peu plus intéressant avec Mbemba à droite. Mais bon. Nouvelle de Gigot, bah écoute JC, ouais, il s'est fait l'acromioclaviculaire, donc une entorse acromioclaviculaire, c'est comme c'est presque une fracture de la clavicule en termes de récup. Donc t'en as bien pour un mois et demi. Et puis regarde, rappelez-vous, Bounassar avait dû être opéré donc à l'époque quand il s'était fait ça dans la campagne européenne de 2018. Donc ouais, une entorse acromioclaviculaire, c'est quand même pas sympa. Donc à mon avis, tu le vois pas au moins avant Paris le 31 mars, et je suis même pas sûr qu'il y sera. Voilà. Et Rongier, c'est la même, hein, tu le vois pas avant la fin de la trêve, et ça serait déjà bien qu'il soit dans le groupe le 31 mars. C'est pas fait non plus. Non, faut pas tenter Luis Enrique Phoenix en piston gauche. Non. Et Merlin piston droit. Non. Non, ça n'a... non. Mais Merlin, il faut qu'il joue piste. Pourquoi tu mettrais pas Luis Enrique piston droit dans ce cas-là? Non. Je pense pas que... Quitte à faire un truc comme ça, pour moi, Ismaël Assar a plus de qualité qu'Enrique pour jouer ce poste-là, même si tu le perdrais devant. Voilà, donc compliqué.
Sur la question de Sanchez et Oba aussi, Marcelino nous a bien eu. Alors Moineau, attention, sur l'histoire de Sanchez, c'est pas si clair que tout est la faute de Marcelino. On lui fait beaucoup porter le chapeau sur ça. Il s'est passé que l'OM a fait une offre à Sanchez et que Sanchez, on est début juillet, n'a pas daigné répondre, c'est-à-dire de répondre au téléphone. Ni lui, ni son agent. Donc, il se passe que le club, à un moment donné, bascule, part sur Aubameyang, part sur Iliman Ndiaye, et ne réactive pas la piste Sanchez parce que mi-juillet, le gars n'a pas répondu. Donc, est-ce que Marcelino a validé cette idée de ne pas faire le forcing? Sans doute. Est-ce qu'ils auraient dû faire le forcing? Peut-être. En tout cas, c'est la version qu'on connaît. C'est ce qui ressort. Après, est-ce qu'il y a des trucs en plus qu'on n'a pas dans cette version que je vous donne? C'est possible. Mais voilà, donc il faut pas non plus tout lui mettre dessus au pauvre Marcelino. Voilà, évidemment que s'il avait voulu Sanchez, je pense qu'il aurait pu dire on avait Sanchez, peut pas me faire un petit truc pour qu'on ait Sanchez et Aubameyang. Il l'a pas fait, donc ça c'est très clair. Non, c'est pas la version de Longoria, c'est un truc qu'on a validé et vérifié nous comme d'autres médias. Donc non, c'est pas la version c'est pas que la version de Longoria. C'est vrai que Longoria dit ça aussi, mais bon, il a le droit de dire la vérité aussi. Hein. Ce qui se passe, c'est aussi qu'ils ne l'ont pas relancé. Et ça, c'est peut-être une erreur de basculer dès le 15 juillet sur la certitude que tu feras pas signer Sanchez. Voilà, il y a une autre théorie qu'Idriss défend beaucoup et il a ses sources aussi, ça se respecte, qui dit que Sanchez attendait de voir le destin européen de l'OM. Donc voilà. Quel retour attends-tu le plus, Gigot ou Rongier? Écoute, au Crestin, c'est une belle question. Rongier quand même, hein, notamment pour la Coupe d'Europe, parce que c'est vrai qu'en championnat, on est quand même bien armé au milieu, mais Rongier, ça ferait pas de mal. Pour ce qui est de Gigot, non plus, ça ferait pas de mal non plus. En vrai, les deux nous manquent, hein, parce que tu peux pas mettre en place de turnover, voilà, donc... Bon, après, voilà, dire que Gigot nous manque, c'est impopulaire, donc je le dirais pas comme ça, mais... Mais d'ailleurs, la ligne d'Idriss qui dit, concernant Sanchez, qu'il attendait le destin européen de l'OM, c'est pas en opposition avec la première théorie que je vous ai donnée. Hein. Donc les deux peuvent très bien s'imbriquer, et voilà, en vrai... Lui, il attendait, l'OM n'a pas voulu attendre, point. On s'est trompé de Correa, celui de l'Atlético est meilleur. Ouais, mais celui de l'Atlético était pas disponible cet été. Hein. Voilà. Alors, juste ma théorie sur Gigot. Patoche. Gigot, tu nous dis, Gigot est un bon remplaçant, c'est tout. Je suis d'accord si tu joues à deux défenseurs. Tu mets en place une charnière qui doit être absolument solide et infaillible. Balerdi Mbemba, ça s'impose et Gigot est un beau remplaçant, je suis d'accord. Par contre, si tu joues à 3 derrière, moi je suis désolé, Gigot il a fait beaucoup de très bons matchs à 3 derrière, que ça soit avec Tudor, que ça soit avec Gattuso, donc cette saison. Donc je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, si tu fais une défense à 3, Gigot c'est un bon titulaire. Voilà. Mais c'est mon avis. Il s'est trouvé sur Metz et sur le dernier match où il dégage n'importe comment. Ok. Pour moi, et puis d'ailleurs juste préciser quand même que Gigot, comme Balerdi, comme Mbemba, avec une note de 7,7 de moyenne, était numéro 1 de vos notes distribuées à l'issue des matchs, voilà, sur la phase aller. Donc, non, Gigot est pas meilleur dans une défense à 4, non. Gigot, en fait, il est tellement foufou que des fois, il va sortir de sa zone, il va faire des trucs un peu... Donc, pour moi, Gigot, c'est vraiment un très bon défenseur de défense à 3. Défense à 4, il va faire le job, hein, c'est un bon défenseur. Mais voilà. Ne tapons pas sur un mec de chez nous, il a sa place dans la rotation, mais n'en faisons pas une tête de Turc. Merci Hugo pour le message. Voilà. Et Gigot est souvent blessé. Oui, et puis après Kimball, c'est la loi des séries, tu vois. Il doit canaliser sa grinta, nous dit Tanis, etc., etc. La sélection de l'équipe de France sera dévoilée à 14h, tout à fait, OM Marseilla. La tendance d'hier soir, c'était que Vertou y serait. La tendance de ce matin, notamment d'après l'équipe, hier soir c'était d'après RMC, d'après l'équipe, comme Rabiot et finalement il serait remis, peut-être qu'il n'y aurait pas de nouveau milieu de terrain et qu'ils iraient avec Tchouaméni, Kamavinga, Rabiot, Zahir Emery et Fofana. Voilà, donc...
On va croiser les doigts pour Vertou. Peut-être qu'il va peut-être aussi élargir son groupe et pas prendre que 23 joueurs. On verra. S'il élargit à 26 ou à 28, Gigo. Vertou, il sera. Mais sinon, ça va être chaud. Ça va être chaud. Voilà. Et d'ailleurs, Harit n'est pas été sélectionné par le Maroc. Ouais, effectivement. Ils ont préféré Brahim Diaz et Elias Ben Seguir de Monaco pour les lancer. Pourquoi pas? C'est pas plus mal. Hein. Il pourra se reposer. Ces 2 matchs amicaux qui servent à rien. Pourra faire un peu du frais avant le sprint final. C'est une excellente nouvelle. Et dans l'autre sens, c'est une excellente nouvelle que Unai y aille pour lui refaire un peu de frais mental et de trouver un peu de confiance qui lui fuit un peu, même s'il a été un peu mieux contre Brest. Voilà. Et pour l'instant, c'est pas encore trop ça. En même temps, Harit, ces derniers temps, il est pas top. Bah, oui, mais bon, il prend Unai, donc tu vois, Agüero, bon, c'est pas le même poste, ok, mais bon, il y a quand même une classe d'écart. Ça serait pas une demande d'Harit? Peut-être, Reynal, peut-être. Merlin en doublure de Théo Hernandez? Non, pas du tout, Alfredo, c'est impossible. Impossible, voilà, tout simplement. Dans la logique de groupe de DD, ça sera les frères Hernandez et personne d'autre. Attention, la sélection sénégalaise, celle qui nous fait le plus de mal. Oui, bah ils y seront tous les 3. Hein. Gay, Ndiaye et Sarr, c'est quasiment certain. C'est certain. Quel a été pour toi le plus gros flop sous Longoria, me demande Nico. J'en sais rien, Nico. Ça là, moi j'aurais dit à la base pouvait être un Renan Lodi par exemple, mais comme il a réussi à l'exfiltrer au bout de 6 mois en faisant une plus-value, je dirais pas ça. Je sais pas. Bah, dans les chiffres, c'est Vitinha, mais moi j'aime bien Vitinha. Donc, ouais, Correa, ça fait partie des flops. Après, Correa, on lui a pas donné un rôle monstrueux. Tavares, je suis pas du tout d'accord. Agüero, pour moi, il fait une saison en demi-teinte, mais il fait quand même des choses bien. Mitroglou, c'est pas lui. I am the Joker. Cuisance peut-être, après Cuisance c'était un prêt, bon, pas de lourdes conséquences. Nagatomo, je suis pas d'accord, pour moi on le juge avec pour moi Nagatomo fait pas une mauvaise saison, il est pas brillant, mais bon, il remplit son rôle sans être trop pris à défaut. J'ai pas détesté le run de Nagatomo à l'OM. Ouais, je suis d'accord, Paris-Chienne. Pour moi, Marcelino, c'est peut-être le plus gros flop. Ouais. Bravo. Alors, Malinowski, oui, mais Malinowski nous fait gagner un match contre Paris avec cette frappe, donc je ne le mettrai pas comme plus gros flop, mais il en fait partie. Voilà. Encham, parce qu'il a fait partir AVB, mais c'était peut-être le but. Donc voilà. Je sais pas, Babou, pour ta question. Pose-la directement... la prochaine fois que Seb est en plateau notamment, j'ai pas la réponse, honnêtement j'ai pas la réponse, ou envoie un mail au Phocéen, c'est plus simple pour que tu aies une réponse claire, nette et précise. C'est un mail, c'est gratuit, donc tu peux le faire tranquille. Tu cherches le formulaire de contact, voilà, je vais t'aider à le trouver. C'est le plus simple pour avoir une réponse rapide. Tu vas sur le Phocéen, tu vas dans le menu en haut à gauche et tu descends, tu fais contact support, et là tu nous envoies un mail, même rapide, hein, comme tu l'as fait dans le chat. Ça sera le plus simple pour que tu aies la réponse rapidement et précise, parce que moi je ne serai pas précis dans cette réponse à ta question sur MyPhocéen. D'ailleurs, on se retrouve là-bas, hein. Les amis, on discute ensemble. Vous avez le Phocéen sans pub également, vous le savez, vous connaissez cette merveille. Je pèse pas mes mots parce que c'est une merveille qui est MyPhocéen. Voilà. Et le vrai Babou, il nous manque au fossé. On l'a vu faire une petite apparition il y a quelques temps. C'est qui Tunkadi? Bonne question, Alexed. C'est vrai qu'on va en parler. De Tunkadi, qui est un jeune du centre de formation. Alors, en début de saison, en fait, ce qui se passe, c'est que l'OM doit inscrire quelques joueurs sur la liste B, au cas où. Et il se trouve que dans la politique sportive de l'OM ces derniers temps au centre de formation, c'est beaucoup de jeunes qui sont recrutés ces derniers temps dans une sorte de post-formation. On pense à des gars comme Sternal par exemple, mais même si on va sur des âges un peu plus hauts, on peut penser à Niakosi, des joueurs comme ça, qui sont pas formés au club, qui n'ont pas fait 2 ans consécutifs au club. Donc forcément, tu es obligé d'aller chercher des joueurs qui sont au club depuis au moins 2 ans pour les mettre sur ta liste B.
Et cette liste B, il y a Kin Said Mahdi, il y a Caprice, qui était à l'OM, qui est pro à l'OM d'ailleurs depuis quelques saisons. Il y a Assad, qui est pro aussi à l'OM, qui est un attaquant. Il y a Surtino, milieu de terrain, qui est pro à l'OM. Et puis il y a Alexandre, je crois de son prénom, Tonkadi. Je veux pas me tromper de prénom, donc je vais vérifier son nom. Alexandre Tonkadi. Ouais, c'est ça, Alexandre Tonkadi. Voilà, qui est à l'OM, lui, depuis un certain temps. Bon, voilà, depuis au moins 2021, mais je pense qu'il est même formé à l'OM. Enfin, c'est un jeune Olympien, voilà, qui est un ailier. En fait, c'est un ailier. Et d'ailleurs, il y a eu un truc rigolo qui s'est passé avec Tonkadi. Il est prometteur, je sais pas. Honnêtement, je le connais pas. Je pense pas. Il fait pas partie des joueurs, en tout cas, sur qui l'OM mise vraiment beaucoup. Que devient le petit Suisse très frais au départ, recruté au Servette? Ça, c'est Niakossi, je crois. Bah, il est dans l'équipe réserve, quoi. Il végète un peu, ça se passe pas super bien pour lui. Il crève pas l'écran, quoi. Donc, bon, y a pas, on n'a pas recruté le futur Van Dijk. Et Gebre Jesus, il est parti. Il est reparti en Suisse, je crois. Donc. Villarreal a l'air affaibli avec Moreno suspendu et quelques blessés, non? Bah, c'est la même équipe qu'au match aller, et oui, ils sont affaiblis parce qu'ils ont quelques joueurs qui leur manquent. Cruellement, je pense à Jérémy Pino, qui est un ailier de très haut niveau, qu'ils ont perdu en début de saison. Voilà, des joueurs comme ça, mais ils ont perdu leur capitaine, Albiol derrière aussi. Albiol, Bailly, c'était un peu plus sympathique, je trouve, que Mandy Bailly, mais bon, oui, ils sont affaiblis, mais pas plus que ça. Alberto Moreno n'est pas dans une saison incroyable, donc voilà. Bonne question, Samba Tapi, encore une fois, je n'ai pas la réponse. C'est quand le prochain match en Gambardella? Bah regardez, c'est des bonnes questions, mais c'est des réponses faciles à trouver sur Internet. Hein. Mais on va vous dire ça tout de suite. La Gambardella, les quarts de finale, c'est le 31, voilà, ça sera le jour d'OM PSG. Comme ça, on s'en souviendra. Il y aura aussi un petit Stade Rennais Olympique de Marseille en quart de finale de la Gambardella. Il y en a qui craignent la remontada comme Jaltage. Tiens, si on peut faire un sondage, craignez-vous la remontada? Si quelqu'un a les moyens de faire le sondage avec tous les nouveaux modérateurs qui sont là, d'après ce que j'ai compris. Quelles équipes craindre en Gambardella? Mais tu sais, la Gambardella, tu peux craindre tout le monde. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de bons centres de formation qui sont encore là. Nancy, Metz font partie des bons centres de formation. Troyes aussi. Il y a Toulouse qui est là. C'est une belle équipe aussi en termes de formation. Reims, moins réputé pour ça, mais qui a quand même de bons jeunes. Comme Brest, d'ailleurs, qui est pas du tout réputé pour son centre de formation, mais qui est encore là. Puis Rennes et l'OM. Donc, c'est très ouvert. C'est très ouvert. Je pense qu'on prend l'épouvantail. À mon avis, Rennes, c'est une équipe très forte sur la formation. On le voit chaque année, hein, avec des jeunes qui sortent on ne sait pas d'où, et qui ont un talent fou. Donc, si on passe Rennes, après, ça peut être tout bon, mais il va falloir y gagner là-bas. C'est pas simple. Donc, Tounka dit oui, l'anecdote. Merci. Il y a le sondage qui est fait. Merci, Naïm, pour cette démarche. Craignez-vous la remontada? Hop. Allez, on verra ça après. Juste, ouais, Tonkadi, tu l'as vu au championnat de France U19, tu le trouves bon? Non, mais c'est un bon joueur, c'est un bon petit jeune. Hein. C'est un ailier, et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a des mecs, vous savez, qui suivent pas forcément l'OM comme nous de façon assidue, qui savent pas que Tonkadi c'est un ailier, et on peut pas leur en vouloir. Des mecs envoyés par des télés, des radios nationales sur un match de l'OM en Europa League. Je crois que c'était à Donetsk. D'ailleurs, cette anecdote, parce que Gattuso le prenait toujours dans ses coupes, pour la Coupe d'Europe, dans ses groupes, il le prenait toujours pour faire un joueur de plus, et voilà. Donc, on lui dit, Gennaro, vous allez pouvoir peut-être, je sais plus la question, mais il dit, vous avez 4 milieux. Gattuso, il dit, ah bon, j'ai qui comme milieu? Parce que c'était une période où on avait beaucoup de blessés au milieu, etc. Et le journaliste lui dit, bon, vous avez Vertou, vous avez Unai, vous avez, je sais plus qui y avait d'autres, c'est peut-être pas Kondogbia, mais bon, on va dire Kondogbia et Tonkadi. Alors pourquoi il lui dit ça, le journaliste? Parce que dans le groupe communiqué par l'OM, Tonkadi est présenté comme un milieu de terrain. En fait, c'est un milieu de côté, quoi. C'est un ailier. Bref. Et donc, Gattuso il fait et un mediocampisto Tonkadi. Il se fout un peu de la gueule du journaliste, qui s'est passé très discrètement, personne ne l'a vu.
Mais voilà, j'avais trouvé ça assez rigolo que Gattuso se moque du journaliste, du confrère, hein. Gentiment, hein, il avait pas fait. Puis il avait répondu à la question avec son professionnalisme, parce qu'il a été très pro, hein. Voilà. Les amis, quand vous mettez un sondage, peut-être mettez moins long. Je m'adresse au modo. Déjà, c'est top de le faire. Mais vous avez un choix sur la durée. Voilà. Mettez des durées d'une minute 30. Ça va largement suffire. Et au mediocampisto, ça veut dire c'est un milieu de terrain. Ah, c'est un milieu de terrain, ton dit. Voilà. Donc en fait, oui, le journaliste lui dit ouais, vous avez en 4 milieux de terrain, nana. Et Gattuso lui dit ah bon, on est 4. Dis-moi qui. Et les gens, bon, il lui dit 3 et puis il rajoute Tonkadi et Gattuso se marre. Et, au milieu campiste, Tonkadi. C'est pas un milieu du tout un milieu de terrain. On voit pas le sondage, mais pourtant il est bien dans le chat de Twitch, les amis. Jojo, le sondage, voilà. Tu hésites entre 3 et 5, mais mets moins encore. Mets moins la prochaine fois, Naïm. Mais merci de l'avoir fait en tout cas. Roro, si l'OM... Alors attends, parce que là cette question me plaît. Roro, déjà peu de gens m'appellent Roro, Kadaric, mais je t'autorise. Si l'OM finit 4ème et fait demi ou mieux en Europa League, est-ce que tu proposes un contrat à Gasset? Je sais pas, parce qu'il y a une différence entre gérer un groupe en mission commando, comme il le fait très bien, remettre les têtes à l'endroit, enfin tout ce qu'il fait bien. Gasset, il fait tout bien en ce moment de toute façon, et faire un groupe pour toute une saison, le gérer, etc. L'âge, je suis désolé, mais fait partie de l'équation. Si Gasset avait 55 ans et qu'il faisait ça, je te dirais pourquoi pas. J'ai un peu de mal à me projeter quand même sur ça. Mais profitons de l'instant présent, et puis on verra bien. Vous voyez pas le sondage? Bon, écoutez, moi je le vois très bien. Beaucoup de gens l'ont vu puisqu'il y a beaucoup de votes. Pour l'instant, c'est non à 63%. Quand même 37% qui craignent un peu la remontada, quoi. Après, c'est sûr que Gasset, s'il tape Liverpool et Paris, oui, il peut se rapprocher d'un contrat, effectivement. Tac. Continue. Que Gasset ne prépare pas l'arrivée de Galtier. Je vous l'ai déjà dit, cette théorie, elle existe, mais je n'y crois pas. Je pense tout simplement que Gasset fait son taf et basta. Il est là en numéro 1, il fait le job, et puis c'est sa mission de 100 jours. J'y crois pas du tout. Surtout que j'ai pas l'impression qu'il aimerait rester. Non, mais il connaît l'OM, il sait que c'est une machine à broyer et que c'est compliqué. Voilà, donc qu'il fasse déjà ce pourquoi on l'a pris, et c'est déjà extraordinaire. Voilà, donc il y aura pas de... Il reste 16 matchs à gagner, ouais, Jaltage. Alors pas 16, je pense que les calculs sont pas bons, Kevin. Il en reste 15 de matchs, c'est parce que il reste 6 matchs pour gagner l'Europa League et 9 matchs de Ligue 1. Mais on a compris le message. Non, je crois pas non plus en Laurent Blanc, les gars. Non, je crois que Gasset, il est là en numéro 1. Il faut arrêter de le penser comme un mec qui vient pour préparer le terrain à quelqu'un. Non, il est là avec son adjoint Ghislain Printemps. Ils font le taf, ils font le job, et puis voilà, ils partiront. Il sait que, exactement, Reynald, c'est mon avis, il sait qu'en 4 mois, s'il perf, il peut partir comme un prince et partir en légende. Mais totalement. S'il réussit sa mission, c'est-à-dire qu'il nous remonte dans le top 4, on va dire, et qu'on a la chance d'aller en demi-finale de Coupe d'Europe, on se dira toujours, mais purée, qu'est-ce qu'il nous a pas fait, Jean-Louis Gasset? Quel coach ça a été sur ces 4 mois? Vraiment, il nous a mis du foot, il nous a fait kiffer, la remontada au classement, voilà. Donc, s'il réussit sa mission, effectivement, pour moi, il a totalement intérêt à partir, sauf s'il veut, pour la première fois de sa carrière, et ça peut jouer aussi, chose qu'il n'aurait pas pensé, coacher en tant que numéro 1 en Ligue des Champions. Ça lui est jamais arrivé, donc peut-être ça peut aussi le botter un peu. Faut voir. En tout cas, il n'y a pas de proposition sur la table, et je pense qu'ils feront le point gentiment entre gentlemen en fin de saison concernant l'avenir de Gasset. Conceição, Fonseca ou Will Steele, je suis pas trop fan de ces coachs-là, mais plutôt Fonseca pour moi. Même si Conceição c'est bien aussi. Hein.
Bah écoute, la question est vite répondue. Ouais, Massalia, tu préfères arriver de Galtier si on termine troisième ou arriver de Conceição si on termine cinquième? Bah, Galtier est troisième. Hein. Galtier c'est un bon coach, surtout en Ligue 1, il l'a déjà prouvé à beaucoup de reprises. Donc moi c'est pas le choix que je ferais, mais bon, tu me proposes Galtier et troisième place, je prends. Hein. Je pense que Galtier peut faire des bonnes choses avec cet effectif quand même. Hein. Donc voilà. Là-dessus. Francaise nous dit Moineau, et pourquoi pas. Zidane ou rien. Ouais. Bref. On en est là. C'est quoi mon choix? J'en sais rien. J'en sais rien, les gars. J'en sais rien. Je sais pas, les copains. Moi, je suis trop dans ma saison pour penser à la suite. Galtier, on va s'embêter avec son jeu. Écoute, Jojo, je trouve que c'est un cliché un petit peu. C'est vrai qu'à Paris, c'était catastrophique le jeu, qu'il n'a pas réussi à faire le job qu'il aurait pu faire. Par contre, à Lille, l'année du titre, mon pote, ça jouait bien. Hein. Avec les deux ailiers Bamba et Koné, avec Yilmaz. C'était quand même du jeu. Hein. Moi, je trouve avec David, non, il y avait une belle équipe à Lille quand même quand ils font le titre. Et on peut parler de la prolongation, effectivement, de Bilal Nadir. Merci, ouais, Massalia. Juste l'indice UEFA, les gars, c'est bon, c'est fait. Hein. On est assuré pour la saison prochaine, c'est-à-dire la saison prochaine, déjà, on envoie 4 clubs. Et la saison d'après, quoi qu'il arrive, les 4 premiers de Ligue 1 seront encore une fois qualifiés pour la Ligue des Champions. C'est une très bonne nouvelle pour la France. L'OM aussi, parce que, on l'a vu, hein, cette saison, par exemple, c'est pas si simple d'être dans le top 4. La prolongue de Bilal Nadir, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans le sens où l'OM est une institution et on n'abandonne pas ses soldats. Bilal Nadir, il s'est blessé pendant un match. C'est un jeune. Il s'est fait les croisés, je crois, hein, de mémoire. Il s'est les croisés ou un truc comme ça, mais une grosse blessure au genou. Et même si je ne crois pas du tout en son potentiel, je pense que c'est un joueur correct sans plus, qui peut avoir une carrière, pourquoi pas en Ligue 1, dans le meilleur des cas, mais sans plus. Mais désolé Hugo, j'ai pas vu ton message. Donc je suis content qu'on l'ait fait quand même. Ça peut être un joueur aussi dans la rotation, une sorte de joueur qui joue par-ci par-là et avec parcimonie, mais je crois pas trop en ce joueur, même si je peux me tromper. Et ouais, voilà, Ligue 2, fond de Ligue 1, mais c'est très bien d'avoir des joueurs comme ça. On disait ça de Lucas Perrin, qui fait une carrière remarquable, et je suis tellement heureux pour ce garçon qui a tellement de mérite. Voilà, je pense que si on forme des Lucas Perrin, c'est très bien. Si on fait Nadir qui prolonge et que dans un an, un club promu nous l'achète 1 million, 1,5 million, je trouve que ça sera très bien. Quand on aura fait le job, on l'aura formé, on l'aura offert une carrière, il nous aura rendu des services. Après, s'il explose totalement, etc., oui, mais moi, je n'y crois pas trop, voilà. Il aurait été plus utile que Tonkadi pour la Ligue Europa, oui, bien sûr, et puis il était dans la liste, hein, donc il n'y avait pas de problème pour qu'il y participe. Malheureusement, il est blessé, donc c'est comme ça. Est-ce que vous avez des infos concernant le soi-disant rachat de l'OM, s'il vous plaît? Matt, on en parle souvent. Il y a rien en ce moment. Ah, écoutez, monsieur Vézirian, ça fait 1 an et demi, ça fait même plus de 3 ans, hein, d'ailleurs, qui dit que ça va être racheté, mais rien. Donc vous avez vu des choses, vous avez des choses, vous, non. Et non, Matt, depuis le début, on dit que oui, l'OM intéresse, que oui, il y a eu des demandes, peut-être même plus de la part de l'Arabie Saoudite. On sait que la mairie a été un peu contactée, etc., etc. On sait d'ailleurs que la mairie pousse pour qu'il y ait un nouvel homme fort à l'OM, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'offres qui sont sur la table de Franck McCourt à la hauteur de ses envies. Et McCourt, il veut vendre le club pour une certaine somme qui n'arrive pas. Donc voilà, il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas de vente qui s'active. On n'a pas mandaté, comment on dit, une banque d'affaires. Voilà, l'OM n'est pas encore, n'a pas passé du tout dans cette logique-là. Donc voilà, je n'irai pas plus loin aujourd'hui. On l'a dit plein de fois. Ah, j'aime bien le message de Bébé Arden. L'Arabie Saoudite va racheter Monaco. D'ailleurs, ils ont déjà appelé le club AS Monaco. C'est vrai qu'il y a un petit truc avec AS, effectivement. On verra. Alors moi, j'ai une théorie sur ça. Je vous la donne et puis voilà, comme ça c'est fait. À mon avis, ils vont racheter personne.
Bon, je vous le dis. Ils ont Newcastle et à mon avis, ils vont continuer d'investir à mort dans leur championnat pour en faire un vrai concurrent des championnats européens. Donc voilà. À mon avis, ils vont racheter aucun club. On verra bien. Moi, je pense qu'ils vont pas racheter d'autres clubs. Excusez-moi, j'en ai pour une petite minute. Bougez pas. Et voilà, petit problème technique résolu. Je suis de retour avec vous les copains, désolé, c'est une chose qui arrive dans la vie. Non, c'était pas une alerte enfant, c'est une alerte maison, comme on dit, mais il n'y a pas de souci. Tiens, justement, il est 11h40, on va pas tarder à couper, mais juste avant, vous le savez, on a pris beaucoup de plaisir cette semaine, on a joué à Sarkel Plaisir, et je vous propose de rejouer à Sarkel Plaisir. Est-ce que ça vous dit un petit jeu? Ouais. Père, quelle ambiance chez vous, messieurs, dames. Salut à tous, bienvenue dans l'émission spéciale Sarkel Plaisir. On se retrouve pour une nouvelle émission de rigolade où bien sûr vous connaissez le principe de ce jeu. Il faut trouver des mots avec le mot Sarr à l'intérieur. On précise évidemment pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu que j'adore Ismaïla Sarr et que justement c'est un joueur que j'ai défendu contre vents et marées, et même contre marées et vents. Alors voilà le moment que vous attendez tous, c'est le moment de jouer à Sarkel Plaisir. On y va, ça recommence effectivement Zouti, on est là. On est bien. Allez, je vous précise, évidemment, je vous donne une définition, et vous me donnez des mots, tout simplement. C'est un jeu un peu débile, il n'y a pas de problème. Sardine, c'est très bien Pégase, je n'y avais pas pensé. Alors, attendez que je donne quand même la définition, parce que vous êtes déjà parti dans le jeu. Pour l'instant, il n'y a pas de mots. Alors, on cherche un roi d'Europe de l'Est. Allez, un roi d'Europe de l'Est. Un roi d'Europe de l'Est. Allez-y, les amis dans le chat, le premier qui le sort remporte rien du tout, c'est ça qui est bon. Allez, on y va. On y va. Oh, il y a de la pub. Tsar, bien joué Boko. Bien joué, c'est pour Boko. Boko, un indice chez vous. Ouais, bravo. Effectivement, il n'était pas très dur celui-là. Bien joué Boko. On continue. Allez, on cherche maintenant. Jean-Louis Sarré, c'est pas mal ça. Bien joué. On y va les copains. Gengis Sarr, ouais non, c'est pas ça, mais les copains, on cherche un joueur belge. Un joueur de foot belge. Allez, on part sur le joueur belge. Allez, dites-moi ça. Je précise que je ne n'imite personne, hein. Je fais une voix totalement débile, mais elle est horrible cette voix. Ça marche, c'est cool alors. Eh oui, Trossard, bien joué, bravo Hugo qui l'a bien écrit, bravo aussi parce que je pense que c'était l'intention à Terrain Nasca qui l'a dit en premier, mais mal écrit. Mais c'est bien, il y a pas de toute façon. Ah, Toussard, non, il est pas belge, mais c'était pas mal. Eden Hazard, ouais, Eden Hazard, c'était pas mal ça aussi, bien joué. Van der Sar, non, Van der Sar, il est hollandais, mais effectivement, c'est pas mal. Allez, on en fait encore un ou deux. On cherche une île. Une île. Ouais. Ouais, une île. Une île, quoi, voilà. Une île de façon îleuse, quoi. Un truc dans la mer, quoi. Vous soyez une île. Ouais, la Sardaigne, bravo. Bravo, ça fusille, hein. Bravo à Batosai qui est le premier à l'avoir sorti. Bien joué les gars. T'es pas très dur celui-là. Ouais, vous êtes beaucoup. Madagascar, allez, j'aime bien, il y a de la recherche. Bravo les copains. Ouais, c'était un peu facile. Allez, maintenant on cherche un endroit où il y a plein de poulets. Un endroit rempli de poulets. Non, il y a personne qui est nul. C'est un jeu inclusif. Tout le monde est super, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Ah, c'était toi, pardon Steph, ça va tellement vite. Allez les amis, on y va. On cherche un endroit où il y a plein de poulets. La Sarthe, c'est pas mal, c'est très beau. J'aime beaucoup, mais c'est pas ça que je cherchais. Voilà, le duc de Mars, il est là. Il a réagi en premier. C'est le commissariat, bien sûr, un endroit où il y a plein de poulets. Mais j'aime beaucoup en tout cas Batosai, parce que la Sarthe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de poulets, et j'aime beaucoup. Bravo. Ça, c'est de la culture G en même temps. La culture G ne sert à rien dans ce jeu, sachez-le. Mais bravo à toi. Effectivement, c'est un commissariat. Mais bien sûr. Allez, on en fait encore un. Tiens, allez, pour le plaisir, je cherche un papy. Un papy. Et ce n'est pas Gassar, c'est Gassé. C'est un papy, tout simplement. Je cherche un papy, effectivement. Il est génial ce jeu. Écoute, Luciano, c'est sorti de nulle part. Oui, bravo Hugo, mais qu'est-ce qu'il est fort. Ah non, c'est pas lui le premier. Autant pour moi.
Attendez. C'est terrain. Il est bon, hein, terrain Nazca. Hein. C'est Brossard, bien sûr. Brossard, papy Brossard, évidemment, les copains. Évidemment, évidemment. Vous l'aviez beaucoup lavé, hein, beaucoup lavé. Moujo, ça n'a rien à voir, mais Big Juju, mais j'aime bien. J'aime bien. C'est un jeu de boomer, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous en voulez un dernier? Je veux que vous leviez les mains, que vous criez tous très fort. Là, je passe sur une voie de fête foraine. Allez, vous levez les mains, vous partez, on repart pour un tour. Et on y repartit. Est-ce que ça vous partez, est-ce que vous partez pour un tour? Dans la machine infernale. J'espère que ça vous a plu. J'ai été animateur de fête foraine. Et sachez que j'animais des manèges à sensations fortes, donc j'étais là, oui, on repart pour un tour, et c'est reparti, levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez les bras, si vous en voulez, est-ce que vous en voulez encore? Oui, hein, vous en voulez encore? Non, c'est pas vrai, j'ai jamais fait ça, mais j'aurais adoré faire ça. Le gros bof, MDR, j'adore, merci Bozor pour ton commentaire. Allez, on y va, un dernier pour la route, on cherche un tombeau. Oui, un tombeau, tout simplement, un tombeau. Un tombeau. À quand le loto du Phocéen on peut débarquer? Allez, donnez-moi un tombeau pour le dernier point de ce jeu mis en place. Le sarcophage, bien sûr, il est là. FM Lulu, bien joué, 3 points pour toi. Allez, c'est grâce à ce point-là que tu remportes le jeu. Il y a personne qui remporte rien, bien sûr, vous le savez. Mais c'est comme ça, on est là, on est bien. J'en avais d'autres, mais je vois que le temps nous fuit, le temps nous passe. Et oui, on n'a pas de chance, on est des... Allez, quelqu'un qui n'a pas de chance, c'est un... Allez, c'est la dernière, c'est la dernière. C'est la dernière, c'est la dernière. Quelqu'un qui n'a pas de chance. Ah, un cercueil, ça marchait aussi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, allez, les amis, quelqu'un qui n'a pas de chance, c'est un poissard. Tu vois, Mandarine, tu n'es pas nul. C'est pas toi qui disais que t'étais nul tout à l'heure. Je sais plus. Écoutez, en tout cas, l'émission touche à sa fin. Je vais reprendre ma voix normale. Et on rebascule sur une voix normale, effectivement. C'est dur d'ailleurs de rebasculer. J'aimais bien cette petite voix. En tout cas, c'est avec cette voix-là que je vous souhaite une belle journée, d'aller tranquillement, l'esprit libre, vers ce match de Villarreal, de nous retrouver à 17h45. Vraiment, soyez là, soyez avec nous. On se fait un avant-match de folie avec Idriss, avec Slim, avec Flo Ben Idriss, avec Max Volp qui va passer une tête, avec Jade Volp qui est au stade à Villarreal, avec Romain Canuti, avec moi-même, avec Loïc Lachaud à la Real, avec Benoît qui va faire des petites apparitions aussi. On l'embrasse à Benoît. Il est là, Benoît, il est là, il est là. Une petite voix de Ruiz. Non, mais vous ferez des petites voix comme ça, mais allez, je vous fais une petite voix. On retrouve ce soir l'équipe. Non, je l'ai pas, parce que j'étais trop sur ma voix du jeu. Bon, on s'en fout. Je suis un peu froussard là-dessus, bien sûr, Cantinou. Allez, bonne journée à tous, et on se retrouve ce soir avec le plus grand plaisir. Ça, quel plaisir, comme disent les jeunes. Ciao, ciao.